Bon, encore un trouble à réparer dans mon générateur RF SME03. Pourquoi ne pas vous montrer mon cheminement pour régler la panne? Bidouilleur, bidouilleuse, salut! Eh oui, c'est la troisième fois que je dois ouvrir le capot de ce générateur RF, ou HF comme vous voulez, Rode & Schwartz SME03. Je l'aime bien, le générateur, pour sa polyvalence. Il couvre de 5 kHz à 3 GHz. Mais seulement, il n'a pas atteint la fiabilité de mes instruments Hewlett-Packard. Une des pannes passées touchait son bloc d'alimentation. Panne que j'ai réparée dans ma vidéo numéro 27, il y a déjà plus de 7 ans. J'ai mis un lien vers la vidéo, si ça vous intéresse, là, dans la description ci-dessous. L'autre panne passée, vous serez en mesure de la découvrir, de découvrir son origine durant la vidéo d'aujourd'hui. Quant à la nouvelle panne, je vous la démontre dans un instant. Mais j'aimerais d'abord vous aviser que la vidéo d'aujourd'hui sera assez longue. Donc, mettez cela en vitesse de lecture x1.5 si je parle trop lentement à votre goût et installez-vous confortablement. C'est parti! Alors pour générer l'erreur, ce n'est pas difficile. J'ai mon SME03 ici. Je lui ai branché sur sa sortie au générateur un millivoltmètre RF. C'est un wattmètre RF si vous voulez essentiellement. J'ai une tête ici qui est branchée directement sur le générateur de signal. C'est une tête de lecture. Et puis l'appareil va indiquer en dBm la puissance de sortie. Et ça doit normalement correspondre assez proche là-dedans de quelques dixièmes de décibels à ce qui est indiqué ici, et ce que le générateur calcule comme étant sa sortie. Alors, tout va bien entre 0 et 1,5 GHz. Il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de problème. La sortie est d'une bonne intensité. Par contre, dès qu'on franchit le 1,5 GHz, même par 1 dixième de Hertz ici, et je vais le faire, regardez, on a moins 0,21 dBm. Dès que je franchis par 1 dixième de Hertz, là, il y a une erreur clairement sur la sortie. On tombe à moins 0,8 dBm. Il y a donc eu un changement brusque de l'intensité. Et on a eu une indication d'erreur qui est apparue et on a un drapeau d'erreur ici. Et on peut aller voir dans les erreurs en appuyant ici. Et on nous dit que c'est l'erreur 110, Output Unleveled, ALC Failure. Donc, un échec du ALC. Donc, la sortie n'est plus contrôlée. C'est plus verrouillé pour maintenir la sortie à la bonne intensité. Donc, ce qu'on voit ici correspond avec l'erreur, c'est-à-dire que l'Automatic Level Control, donc le système de contrôle d'amplitude de sortie, donc automatique, a un échec. Donc, il y a une boucle, bien sûr, de contrôle, et cette boucle est tombée en échec et n'est plus capable de maintenir à 0 dBm ou tout près. Alors, si on change de fréquence, c'est un peu particulier aussi, c'est que si on change de zone de fréquence, et je vais le faire tout de suite, oups, regardez, il était correct pendant un bout de temps. Ici, l'erreur est disparue. Et à partir de 1,9 GHz, en fait, c'est pas tout à fait 1,9, c'est moins que cela, là, puis ça peut être des chiffres très longs, l'erreur réapparaît. Et si je continue, hop, l'erreur disparaît. Et donc, il y a un composant de fréquence là-dedans. Ce n'est pas toutes les fréquences qui génèrent l'erreur, mais je peux vous dire qu'on peut aller jusqu'au dixième de Hertz près et c'est assez répétitif. Là. Je peux retourner exactement à la même fréquence et l'erreur va réapparaître. Donc, il y a quelque chose de particulier au niveau de la fréquence. Notez aussi que l'alarme apparaît pas seulement en fonction de la fréquence, mais aussi en fonction de l'amplitude. Quand on fait des petites variations, l'alarme peut apparaître ou disparaître. Là, je ne parle pas de sauts de 10 décibels qui sont produits par l'atténuateur fixe, résistif. Je parle vraiment du contrôle de l'amplitude, qui est un contrôle très fin, et c'est un contrôle électronique. Alors, voyez-vous, là, si je change l'amplitude, j'augmente, hop, l'alarme apparaît. Voyez-vous, je changeais seulement l'amplitude. Est-ce qu'elle est toujours là? Oui, elle est là. Je vais diminuer l'amplitude et elle est redisparue, voyez-vous. Et je la fais réapparaître si je réaugmente l'amplitude. Donc, vraiment, ça a rapport au contrôle électronique de l'amplitude. Et l'autre chose qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un doubleur de fréquence dans cet appareil. Et je vous explique tout de suite par un survol comment ça fonctionne.
Alors oui, la partie qui nous intéresse, c'est le doubleur. Pourquoi? Ben parce que c'est à partir de 1,5 GHz qu'on voit le trouble apparaître. C'est un synthétiseur à l'intérieur, tout le système, je l'ai simplifié par un seul bloc, là, mais c'est bien plus complexe que cela. Le générateur couvre entre 5 kHz et 3 GHz, mais c'est divisé en plusieurs bandes de fréquences pour atteindre toute la plage au complet. Et le synthétiseur fonctionne entre 0 et 1500 MHz, donc 1,5 GHz, et le signal est passé à travers un doubleur pour faire de 1,5 GHz à 3 GHz. Et dans le cas où on ne double pas, on fait entre 0 et 1,5, ben, on passe à travers tout simplement le doubleur. Et dans le cas qu'on veut dépasser le 1,5, bien la fréquence qui va entrer dans le doubleur va être entre 750 MHz et 1,5 GHz. Et il y aura un système de doublage de fréquence pour nous amener ça entre 1500 et 3000 MHz, donc 1,5 à 3 GHz. Et il y a un système de contrôle d'amplitude et c'est là que ça flanche. Je l'illustre très simplement, mais la sortie du doubleur, elle est reniflée par un coupleur directionnel et un système de redressement. Et il y a une tension qui est retournée au synthétiseur. Et par étalonnage, bien sûr, le synthétiseur va s'assurer que l'entrée ici a l'amplitude suffisante pour atteindre la sortie spécifiée, par exemple le 0 dBm. Là. Bien sûr, ça passe à travers un atténuateur par la suite, mais ça ne fait rien. Là. Ici, à ce point-ci, il faut que l'amplitude soit constante. Et c'est le principe ici qui est fait. Il détecte l'amplitude et retourne à travers le modulateur AM. Le modulateur AM, bien sûr, sert à injecter de la modulation AM sur le signal, mais peut aussi servir à contrôler l'amplitude de sortie en appliquant une tension CC. Et c'est ici que la boucle de contrôle se fait, et c'est cette boucle qui se brise à quelque part. Alors, quelles sont les possibilités? Bien, ça peut bien sûr être tout le circuit de détection ici, qui pourrait être en trouble, parce qu'on sait que le problème ne se produit pas en bas de 1,5 GHz, donc c'est le mécanisme de 1,5 à 3 qui a un trouble. Ça pourrait être l'amplitude ici qui a un problème, c'est-à-dire que la boucle n'est plus capable de compenser le signal, donc compenser l'amplitude du signal parce que ce qui rentre dans le doubleur n'a pas l'amplitude suffisante pour produire la sortie. Alors, le système va se plaindre du problème d'ALC, mais le problème peut être à la source, le synthétiseur. Et ça pourrait avoir du sens puisqu'il est possible que dans certaines gammes de fréquences, que l'amplitude n'est pas suffisante ici. Le synthétiseur ne produit pas nécessairement toujours la même amplitude en fonction de la fréquence. Puisque c'est fait de plusieurs blocs, ben, il n'est pas impossible que il y ait des variations ici et que les variations soient trop grandes et qu'il ne peut pas compenser par le gain ici, puisqu'il y a de l'amplification bien sûr dans ces étages. L'amplification est insuffisante pour maintenir la sortie au bon niveau. Mais le trouble pourrait être ici dans le synthétiseur. C'est une autre possibilité. Donc ça peut être très large comme problème. Ça inclut la boucle au complet. Et il y a un composant de sensibilité à la fréquence. Si par exemple, et je vous expliquais ce système, à certaines fréquences, peut-être que l'amplitude ici est insuffisante à l'entrée du doubleur pour garantir une sortie. Peut-être que c'est limite, puis que la variation ici est peut-être petite, mais si on est à la limite de la plage d'opération de l'ALC, bien, il est possible qu'on sorte de la limite, là, et puis que là, l'erreur apparaisse. Donc, c'est peut-être pas une grosse variation ici d'amplitude, mais ça peut être suffisant si tout le système est déjà à sa limite. Ça peut être aussi simple qu'un condensateur qui, sur un ampli opérationnel là, qui fuit puis qui cause une déviation de la tension. Ça peut être à peu près n'importe quoi, mais il y a une composante fréquentielle. C'est ça qui est un petit peu particulier. Et on va essayer de découvrir en ouvrant l'appareil. On va aller voir le module de doubleur si on peut trouver quelque chose. Alors, il faut se lancer. C'est vraiment tout ce que je peux dire pour l'instant. C'est la seule puce que j'ai à l'oreille. Sinon, on va essayer de découvrir. Alors, ouvrons le capot. Alors, j'ai ouvert le capot supérieur et le capot inférieur. J'ai tourné l'instrument sur le côté. On regarde présentement la partie inférieure du générateur. La façade est ici à droite. Donc, je l'ai monté vraiment sur le côté. On voit ici les différentes cartes qui sont enfichées. Ce sont des modules puisqu'il y a des couvercles. Écoutez, si vous voulez en apprendre plus sur l'appareil, allez voir ma vidéo numéro 27.
je fais un survol de l'intérieur. J'explique la topologie des différents modules, là. Mais alors, on voit donc ici à la verticale les différents modules et le bloc d'alimentation est à l'arrière. Et celui qui nous intéresse, le doubleur, il est ici, c'est le premier module à l'avant. Et on voit tout de suite sa sortie ici qui s'en va jusqu'à l'atténuateur qui est placé juste ici. Et ensuite, l'atténuateur s'en va sur la façade avant. Donc, c'est le module en question et tout est verrouillé. Il faut glisser ces barres ici pour pouvoir relâcher les modules, pouvoir les extraire puisqu'il y a ce qu'on appelle un backplane, donc une espèce de carte mère ici dans le fond de l'appareil. Et c'est un bus, bien sûr, des bus qui se promènent d'une fente à l'autre. Alors, j'ai allumé l'instrument avant de retirer quoi que ce soit. J'ai bougé tous les câbles RF que je pouvais voir pour m'assurer qu'il n'y avait pas de mauvais contact, quelque chose mal serré ou quoi que ce soit, et l'erreur persiste. Donc, ce n'est pas une question de câble à première vue. Alors, je vais extraire le module, je vais bien sûr éteindre l'appareil. Je vais extraire le module et puis je vais enlever les deux couvercles et on va faire une première observation à l'intérieur, des fois qu'on verrait quelque chose. Alors voilà le module, c'est A11, le module doubleur. Donc c'est le module de sortie en même temps, il faut le dire, 3 GHz. Et comme vous voyez, c'est inclus ou encapsulé dans un boîtier avec une tonne de vis. Et il y a aussi un bouclier de l'autre côté. Donc c'est vraiment un sandwich. Et tout ça, lorsque c'est inséré, ben, c'est bien isolé du point de vue radiofréquence. Donc, je vais l'ouvrir. J'ai un aveu à vous faire. Ce n'est pas la première fois que je vais ouvrir ce module. Il y a ça entre 5 et 10 ans, probablement un peu avant que je débute la chaîne électro-bidouilleur. Il était tombé en trouble. Il y avait un MMIC, un petit ampli intégré, là, qui était sauté. Et la sortie était bien insuffisante, là, donc ne correspondait pas à ce qui était écrit à l'avant de l'appareil. Alors j'avais trouvé, c'était un petit ampli MMIC qui s'était grillé. Alors je l'avais remplacé et tout était correct jusqu'à tout dernièrement où il semblait encore y avoir un problème. Alors j'ouvre les vis, les 14 400 vis, je les retire et je vous reviens avec la suite. Alors voilà. 47 vis plus tard, rien de moins, j'ai retiré les deux couvercles et on voit l'intérieur du module doubleur et de sortie. Alors, c'est un beau module, il faut le dire. Tout de suite, ça nous saute aux yeux des beaux modules hybrides montés sur un substrat de céramique. Vraiment très, très bien monté. La qualité de la soudure est impeccable. C'est absolument impeccable. C'est lisse, c'est lustré. Donc, vraiment, là... C'est très, très bien. Et bon, j'ai fait une inspection sommaire des deux faces. Ça, c'est la face où les affaires se passent, vraiment. Et l'autre côté, ben, c'est plus de l'électronique logique, là. Des puces logiques, des choses du genre. C'est un petit peu moins radiofréquence, on va dire ça comme ça. Mais j'ai donc fait l'inspection sur les deux faces et je n'ai pas vraiment vu rien d'évident, là. Il n'y a pas de soudure à l'œil qui semblait fracturée ou quoi que ce soit, de mauvaise qualité. Je n'ai pas vu de composants qui ont surchauffé, autrement que certaines résistances. Il y a un agencement de résistance juste ici. Elles sont toutes en parallèle et il y a certaines valeurs qui ont chauffé plus que d'autres. Mais c'est en série avec un régulateur de tension, ou en tout cas un transistor. Je ne crois vraiment pas que c'est là que se situe le problème, là. Mais pour l'instant, comme je ne vois rien de particulier, je vais réinsérer la plaquette à son endroit, sans les couvercles. Je vais allumer l'appareil et je vais tordre la plaquette pour voir si on peut faire apparaître et disparaître le problème. Je doute, mais il faut quand même essayer la partie mécanique avant de se lancer trop fort dans un effort électronique, on va dire ça comme ça. Alors, allons-y. Il y a deux tests rapides qu'on peut faire, c'est de la microphonie, donc induire des vibrations pour voir si l'alarme apparaîtrait ou disparaîtrait. Alors, j'essaie toutes les cartes et non, dans ce cas-ci, ça semble être bien stable. Si l'alarme est présente, elle demeure présente et si elle est absente, elle le demeure. L'autre chose, c'est de tordre. Alors, bien sûr, c'est un stress mécanique sur
là où les cartes. Maintenant, ces cartes-ci sont assez rigides étant donné qu'il y a du renfort avec des murs en métal. Extrêmement difficile de tordre les cartes. Alors, j'essaie comme je peux là, d'induire une torsion ou des forces et ça ne change rien. Je ne vois pas le problème apparaître ou disparaître. Donc ça ne semble pas être un mauvais contact, en tout cas pas à première vue. À ce stade-ci, ce câble que je me suis fabriqué, un câble d'extension, va m'être très utile. Essentiellement, on branche ceci à la carte mère et on branche la carte ici. Je m'étais fabriqué cela il y a plusieurs années lorsque l'ampli MMIC avait échoué. Et c'est comme ça que j'ai réussi à sonder et à réparer la carte doubleur. Et donc, je vais l'utiliser à nouveau. Cette extension, il semble être en ordre. Ça va me permettre de coucher la carte ici sur le dessus et de sonder. Alors, j'ai réinstallé la carte. Le doubleur est donc la sortie. Doubleur et sortie, c'est les deux évidemment combinés dans le même module. Mais cette fois-ci, j'ai utilisé ce qu'on appellerait un extender en anglais, donc le câble d'extension qui me permet de travailler à l'extérieur. Et j'ai allongé les câbles SMA et SMB ici, qui étaient normalement branchés en dessous. Donc, je peux mettre l'ensemble sous alimentation. Et le premier test qu'on va faire, ce sont évidemment les alimentations. Alors, quelles sont ces alimentations? Bien, on va le savoir en fouillant dans le schéma qui est réparti sur 6 pages. Et en plus, bien, on nous donne l'emplacement des pièces. Donc, c'est assez facile là, avec le manuel de service de faire le travail. Et les alimentations sont ici. On parle donc de plus 24, plus 15, moins 15 et plus 5. Alors, ces 4 alimentations passent à travers des bobines choke pour les filtrer. Et c'est les bobines que je vous montrais du doigt il y a quelques secondes. On y retourne d'ailleurs. Alors, les 4 bobines en question sont ici. Ce sont sur ces points qu'on peut vérifier les alimentations. Alors, j'ai mis une des sondes à la masse et je peux simplement toucher ici et on obtient moins 15,2. Ici, on a plus 5, c'est correct. Ici, ce sera plus 15,1 et on a le plus 24,5. Alors, les alimentations sont là. Elles sont même au-dessus du minimum. Donc, je ne vois aucun problème avec les alimentations. Comme ce sont des circuits analogiques, il n'y a pas nécessité que ce soit exactement là, aux valeurs écrites. Donc, les alimentations sont bonnes. À première vue, je ne vois pas de problème de ce côté. Alors, il est toujours possible que ce ne soit pas sur le module doubleur que se situe le trouble et que ce soit sur le module précédent. Mais comme j'ai déjà eu un trouble sur le module doubleur, en l'occurrence, ce petit ampli MMIC qui s'était cramé, qui n'avait pas de gain entre les deux côtés, entre l'entrée et la sortie, bien, je suspecte que peut-être on a encore un trouble avec le module doubleur. Alors, je vous propose qu'on suive le signal, qu'on fasse des diagnostics. Et du côté du diagnostic, il y a quelque chose d'intéressant. C'est que l'appareil lui-même nous permet de sonder à même le menu et l'écran à l'avant, sonder des points de mesure dans le circuit. Et on nous donne des valeurs à comparer. Donc, on devrait se trouver avec des valeurs dans une certaine plage pour vérifier que tout fonctionne bien. Alors, notre signal de l'étage précédent, entre 700 et 1500 MHz, arrive ici. En fait, entre 0 et 1500, ça arrive ici. Et si ça doit être doublé, ben, l'interrupteur qui est ici va envoyer ça dans notre branche d'intérêt, d'abord dans un doubleur, et ensuite avec un étage d'amplification, et ensuite avec un coupleur directionnel pour mesurer la puissance finalement, sur un point de diagnostic logiciel, donc qu'on pourra mesurer même devant l'appareil, et à travers un modulateur AM, un autre point ici qui va nous permettre de mesurer en amont du deuxième ampli. Et tout ça se poursuit. Si on suit Fill-in, ici, le nom de l'étiquette, bon, Fill-in continue à travers des filtres. Et on peut continuer comme cela. Même on peut sonder, et on sondera même, voir si on ne pourrait pas trouver le problème, si problème il y a, bien sûr. Donc, on devrait s'attendre, lorsque des étages d'amplification, à avoir de l'amplification. Alors, je vous propose qu'on commence dès le départ ici, qu'on aille voir, par exemple, ici, est-ce qu'au point 801, le point de mesure 801, est-ce que cette tension lue par l'ADC de l'appareil correspond à la plage d'opération qui nous est suggérée?
ce qui nous donnera une bonne indication que ce qui est en amont ici semble opérationnel. Alors allons voir le point 801 et on nous dit dans le manuel de service de mettre la fréquence à 2000 MHz, 2 GHz, de mettre la sortie à plus 16 dBm, d'allumer la fonction de diagnostic et de déconnecter le câble RF qui se branche à X119, le connecteur sous la carte, et on va faire cela. Et ensuite, on n'a qu'à vérifier le point 801, le point 802, vérifier si on se retrouve dans cette plage d'opération. Le point 801, on nous dit que c'est entre 50 mV et 200 mV. Alors, allons faire la mesure. Alors, 2 GHz plus 16 dBm, j'ai activé l'état ici de test point, donc c'est à allumer, et j'ai sélectionné le point 801 et ça me donne 29 mV. On a vu ça devait être entre 50 et 200 mV. Donc on est en bas de la plage d'opération. Déjà c'est suspect cela. Allons voir maintenant le point suivant. C'est le point 802 qui se trouve juste avant le deuxième ampli. On devrait lire une tension entre 16 et 20 volts. Ça c'est juste en amont je crois du modulateur. Donc c'est la tension de contrôle du modulateur, entre 16 et 20 volts. Je choisis le point 802, voilà, 17.8. Donc, on est entre le 16 et 20 volts, alors le 802 est correct. Le point de test suivant se trouve à la page suivante du schéma, passer des filtres. Il y a des filtres, on cherche le 803, passer 2 étages d'amplification, page suivante. Le test 803 est ici. Donc, on va vérifier si au moins ce test nous donne qu'on est dans une bonne plage. Et le test point 803 nous dit que ça doit être plus grand que 100 mV. Je passe au test point de test 803, 105,3, 105 mV. Donc, on est un petit peu au-dessus du minimum, qui est de 100 mV. Donc, on est un peu limite, on doit dire. Là, il y a 2 des tests, il y en a un qui est un peu en bas. Donc, le 801, c'était un peu en bas. Le 803 est très proche de la limite inférieure. Je pense qu'on va aller sonder dans le circuit directement. Puis je vais vous montrer comment je vais faire ça pour voir si tous les étages semblent bien fonctionner au niveau de l'amplification. Alors, pour venir renifler dans le circuit, je vais utiliser cette sonde résistive que je vais envoyer sur mon wattmètre, voltmètre radiofréquence qui est bon jusqu'à 18 GHz. Et ça pourrait servir aussi sur un oscilloscope en autant qu'il est terminé à 50 ohms, bien sûr, à l'intérieur. Mais comme on va dans les gigahertz, l'oscilloscope, ça ne fonctionnera pas. Je n'ai pas un oscilloscope qui fonctionne jusqu'à 2-3 GHz. Donc, je vais utiliser un voltmètre RF, comme le même voltmètre que vous avez vu pour la puissance de sortie tantôt. J'aurais pu utiliser un analyseur de spectre aussi, en faisant bien attention, bien sûr, à ne pas surcharger l'entrée de l'analyseur de spectre, alors que le voltmètre RF il est bon jusqu'à plus 23 dBm. On est capable d'en mettre beaucoup. Alors, cette sonde, qu'est-ce que c'est? Une sonde résistive, c'est simplement une résistance de 950 ohms qui est à distance, au bout d'un câble de 50 ohms d'impédance. Et en utilisant la terminaison interne de l'instrument, puisque oui, mon wattmètre est terminé à 50 ohms, ça fait créer un diviseur résistif entre 50 et 950 avec l'entrée du signal ici, et donc un rapport de 1/20 de la tension qui est ici, qui va se retrouver dans l'instrument. Alors, quel est l'avantage d'utiliser une telle sonde? C'est qu'on peut aller très haut en fréquence, alors que les sondes d'oscilloscope, souvent, on est limité dans les 500 MHz. Les sondes de plusieurs gigahertz qui vont haut en fréquence, ça coûte cher. Et par contre, le prix à payer, c'est qu'on perd 95% de la force du signal. Et donc, il faut prendre ça en considération lorsqu'on fait une mesure d'amplitude absolue. Dans le cas présent, on va faire une mesure relative, ce n'est pas un problème. Alors moi, je vais y ajouter en plus un condensateur de couplage pour bloquer l'ECC qui est dans le circuit qu'on sonde. Parce que la dernière chose qu'on veut, c'est qu'il y ait un chemin pour le courant à travers 1000 ohms ici, ce qui pourrait perturber le circuit qu'on sonde. Alors, en série avec le bout de la sonde, j'y ajoute ce petit manchon qui est en fait une broche femelle avec de la friction qui est plaqué or à l'intérieur. Ça tient à friction et au bout, tout au bout, il y a un condensateur de 1000 picofarad 0,805 et je vais venir toucher simplement l'extrémité du condensateur sur le circuit que je sonde et ça va me permettre de sonder le RF et bloquer bien sûr le CC aussi, le courant continu que je veux vraiment pas perturber ici.
Alors voilà, c'est ça la sonde résistive. Ça se fabrique soi-même, hein. Ça ici, c'est une sonde de fabrication commerciale. Il y a une mise à la masse et il y a un connecteur SMA à l'autre extrémité. Mais ce n'est rien de très sorcier comme vous voyez. Alors, puisque les lectures étaient plutôt basses, dans un cas au moins, là, on était sous la plage d'opération, je vais sonder dans le circuit pour m'assurer que les amplis MMIC sont fonctionnels et sont nominaux. Alors, on arrive ici, ça c'est l'entrée de notre carte doubleur ici. Et la première chose qu'on rencontre, c'est l'interrupteur qui permet de contourner et aller directement en sortie lorsqu'on n'utilise pas le doubleur, donc en bas de 1500 MHz. Et sinon, ben, ça c'est le doubleur dans un petit boîtier métallique. Et quand on suit, bon, on voit un peu de filtrage, des résistances, condensateur de couplage, et on arrive à un premier ampli MMIC juste ici. Et si on continue, là, on arrive au modulateur AM et il y a un deuxième ampli MMIC juste ici. Alors, je vais sonder ces deux amplis et on va voir si c'est nominal. Alors, pour ce faire, je vais utiliser la sonde résistive que je vous ai décrite. Alors, je vais faire le contact. La masse, c'est plus ou moins important parce qu'on ne fait que des mesures relatives ici, OK? On n'essaie pas de faire des mesures absolues, là. Je vais essayer de toucher, mais si ça ne touche pas, là, ce n'est pas plus grave. Vous allez voir que la lecture est très stable. Bon, alors, quand je touche l'entrée de l'ampli MMIC, on voit moins 32,6. Et quand je touche la sortie de l'ampli MMIC, on a moins 27,2. Alors, on parle de au moins 6,4 décibels de gain, puisque la valeur est plus élevée, on travaille dans les négatifs, à moins 27. Et si on regarde la spécification du MMIC, c'est un MSA 0986. C'est un ampli MMIC qui était à l'époque distribué par HP et aussi, je crois, par Avantech précédemment, qui a acheté la ligne d'HP, ou l'inverse, je ne suis pas certain. Et quand on regarde le gain spécifié à 2 GHz, on parle d'un minimum de 6 décibels de gain. Bon, typique 7,2. On a mesuré 5,5. On est en bas du minimum qui est marqué ici. Il faudrait voir comment l'ampli est polarisé et aussi notre technique de mesure, entrée-sortie, écoutez, en flottant, c'est pas très orthodoxe. On va donc présumer que c'est acceptable et on va aller voir le deuxième ampli. Bon, on passe au modulateur AM et en sortie, on arrive au deuxième ampli MMIC et on lit à son entrée moins 33,8. On va laisser faire les virgules, les points, là. Travailler en mode américain ici, là. Moins 30,5, ça veut dire 3,8 décibels de gain. Et donc, il y a un gain, mais il est pas mal plus faible que la spécification et c'est le même MMIC que celui-ci. Ça, c'est suspect parce que il nous manque quoi? Environ quoi? 4 décibels de gain. Ce qui pourrait être suffisant là, pour sortir en dehors de la plage d'opération du circuit de stabilisation de l'amplitude en sortie. Peut-être qu'on est en dehors de sa plage d'opération parce qu'il manque du gain sur cet étage. Alors ça, c'est suspect. On va vérifier sa polarisation. Au moins, on va vérifier que ça, c'est correct. Voici donc l'ampli MMIC en question, le MSA 0986, le deuxième après le modulateur AM. Et pour mesurer la polarisation, le courant, il s'agit de mesurer la chute de tension aux bornes de cette résistance, puisque l'alimentation de l'ampli est faite à partir de sa broche de sortie. Il y a une bobine d'arrêt, un choke, bien sûr, pour ne pas que la radiofréquence tente de ressortir vers le bloc d'alimentation, ce qui serait une mauvaise idée du point de vue de la continuité RF. Et la résistance aussi fait un rôle de choke, bien sûr. Alors, en mesurant le courant à travers cette résistance, on peut savoir si cette pièce est en bonne condition. Et on peut aussi mesurer la tension ici pour s'assurer qu'on ne dépasse pas la tension maximale permise par l'ampli MMIC. Ceci dit, là, ça c'est une résistance de 0 ohm ici. Alors, pourquoi ils ont mis une 0 ohm? Peut-être pour pouvoir débrancher, déconnecter, je ne sais trop. Ils ont peut-être changé d'idée dans leur circuit éventuellement, mais en tout cas, c'est une 0 ohm, donc c'est comme si elle n'était pas là. Et c'est couplé en CA, puisqu'il y a de la tension CC ici, qui entre dans la pièce pour la faire fonctionner. Alors, allons mesurer ces valeurs ici, là. Alors, on sait que la tension d'alimentation est de 15 volts, mais ça passe à travers la résistance de 110 ohms. Et donc, on peut mesurer directement sur l'ampli
Et je vais le prendre la tension ici et on mesure 9,85 volts. 9,85 volts. Donc, avec la loi d'Ohm, 15 volts ici, 9,85 ici, donc 15 moins 9,85, divisé par la résistance de 110 ohms, ça va nous donner le courant qui passe ici dans le circuit, et c'est 47 mA. Quand on regarde les valeurs maximales permises, c'est moins que 65 mA. Ça, c'est correct. Donc, au niveau du courant, c'est nominal. Par contre, si on va voir la tension d'opération, c'est 7,8 volts. Et ça ne devrait pas dépasser 9,4 volts. Mais on avait 9,85 volts. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas. La tension est excessive sur le MMIC. Alors, de deux choses l'une, ou bien notre résistance de 110 ohms, on devrait l'augmenter pour causer une chute de tension plus grande et arriver dans l'ordre du 7 à 8 volts, ou bien il y a vraiment un problème avec cet ampli MMIC et la tension monte trop pour un courant donné. Et moi, je vais vous dire, je crois que c'est la deuxième option, c'est-à-dire qu'on avait seulement quelque chose comme 3 décibels de gain alors qu'on devrait en avoir en 7, plus ou moins 0,5. Moi, je pense que ce MMIC, il est à nouveau cramé. C'est en effet la pièce que j'avais remplacée il y a quelques années et elle est encore cramée. Et quand je regarde mes stocks de pièces, effectivement, j'avais ceci. J'en avais acheté 2 DMSA 0986. C'était pour faire la réparation du doubleur du SME 03. Donc j'en ai un deuxième. Alors je vais le remplacer. Et on verra ensuite si la tension est toujours trop élevée. Et si elle est trop élevée, on changera la résistance de 110 ohms pour ramener ça dans une plage d'opération qui est permise par la pièce.
J'ai rebranché la carte une fois le MMIC remplacé. On va vérifier rapidement le gain. Qu'est-ce qu'on a ici? Moins 33. Ici, moins 25,7. Ouais, et là, on a un gain de 7 décibels. Alors qu'on avait quoi? 2-3 là, avant? Donc, définitivement, le MMIC était cramé. On vérifie la polarisation rapidement. Qu'est-ce qu'on a? Évidemment, l'électrode noire est mise à la masse. 7,5 volts. Tiens, tiens, tiens. On vient de tomber dans la norme. Donc, c'est très nominal. Alors, tension nominale. Bien sûr, ça indique maintenant que le courant est plus élevé, 15-7,58. Au travers de la résistance de 110 ohms, ça donne 67,5 mA, alors que le maximum absolu permis, c'est 65. Alors, ne vous posez pas de questions. La résistance de 110 ohms n'est pas suffisante. Il faut mettre une autre résistance plus élevée. Et j'ai trouvé pourquoi il avait sauté une première fois et une deuxième. La résistance R336 de 110 ohms, elle est ici. Et ça, c'est le choke. Donc, tout passe ici pour venir envoyer le CC jusqu'à la sortie de l'ampli MMIC qu'on vient de remplacer. Alors, c'est cette résistance que je dois remplacer. Étant donné qu'on est très proche du courant maximum, mais on n'est pas très loin non plus de la limite, j'hésite entre une résistance 120 ou 130. Je vais peut-être lui mettre une résistance de 130 et on va voir ce que ça va donner sur le résultat final, et quitte à la remplacer pour une 120 si la tension minimale et les courants ne sont pas respectés. Alors je vais voir si je peux y mettre une 130 et je vais en profiter pour mieux nettoyer le flux ici. Très mal fait. Tantôt, je l'ai fait sous le microscope caméra, mais c'est à refaire. Alors voilà, j'ai fait le remplacement de la résistance. J'ai mis une 121 ohms. C'était 110 qu'il y avait avant. Et j'ai nettoyé le flux, s'il vous plaît. Alors, sur le composant, qu'est-ce qu'on mesure comme tension maintenant? 7,6. On avait 9,8. Donc voilà, les choses se sont placées. La tension maintenant est nominale. On est pas mal plus près de la tension nominale de la pièce. Et si on mesure le courant, cette fois-ci, on a 7,5. En fait, on va faire beaucoup mieux. On va mesurer vraiment au bord de la résistance de 110 ohms. Je ne croyais pas qu'on avait accès à la résistance. Je croyais qu'elle était en dessous. J'avais présumé 15 volts comme tension, mais ce n'est pas tout à fait cela. Alors, à ces bornes, on a 5,596. Donc, on va dire 5,6 volts de chute au bord de la résistance de 121 ohms. 5,6. Donc 5,6 divisé par 121 ohms, on obtient un courant de 46 mA. Ce qui, je crois bien, est beaucoup plus dans les normes. Si on regarde la courbe ici, de courant versus la tension, alors on va vérifier, on avait quoi? 7,4, je crois bien? 7,4, on va dire environ ici. Et donc, on a dit 45-46 mA. Bon, c'est un courant qui est quand même, évidemment, c'est dans la marge, hein, ça dépend de la température, ça dépend de bien des choses, mais au moins, on est dans l'échelle. Remarquez ici qu'on ne nous donnait rien au-dessus de 50 mA de courant. On avait un courant qui était vraisemblablement plus élevé que 50 mA. Alors ici, on tombe dans le 45, là. On est donc à peu près dans la zone, la bonne zone de courant, disons, pour la tension qui est appliquée sur la pièce. Donc, on est bien correct, tout semble normal maintenant. Et le fait que j'ai diminué le courant avec la résistance de 121 ohms, ben, ça va donner une chance au MMIC et espérons-le, il va vivre plus longtemps. Et il nous reste à vérifier que l'instrument ne génère plus l'alarme 110. Alors, vous vous rappelez, dès que je passais à 1 ici, l'alarme montait. Ouais, voilà, problème réglé. L'alarme 110, que le niveau d'amplitude n'est pas suffisant ou n'est pas contrôlé, unleveled, donc non contrôlé, c'est disparu. Problème réglé. Mission accomplie. On ne sait jamais si on pourra régler le trouble dans un instrument d'une telle complexité. Mais j'ai procédé de façon méthodique pour isoler la panne. Le fait que l'erreur n'apparaissait qu'au-dessus d'1,5 GHz, ça donnait une bonne indication d'où chercher. Bien sûr, j'avais trouvé le manuel de service de l'appareil, ce qui aide grandement dans l'isolement de la panne. J'ai, au final, corrigé ce qui semble être une faiblesse de conception, un courant vraisemblablement excessif dans le MMIC. En plus, j'ai constaté que l'autre ampli MMIC offre un gain un peu plus faible que nominal. Il est donc possible que la même défaillance se présente éventuellement sur l'autre MMIC, MSA 0986.
En tout cas, je saurai exactement où commencer mes recherches si jamais l'erreur apparaissait encore à l'écran. L'autre point à mentionner est qu'il est parfois nécessaire de se fabriquer des outils. Ici, c'est un câble d'extension qui m'a servi pour pouvoir sonder sur les modules enfichables tels que ceux dans le SME03 sortis de l'appareil, donc donnant accès à tous les points d'intérêt. Fabriquer ce câble m'a certainement pris 1 heure, et même peut-être plus à l'époque, mais ça m'aura permis d'isoler la faute en service 2 fois plutôt qu'une. Sans cela, ça aurait été quasi impossible de trouver la panne. Bon, on termine ici. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à me le faire savoir. Vous pouvez aussi laisser un commentaire sous la vidéo. Merci de votre attention et à la prochaine!